Bonjour à tous, c'est Dermatodré. Bonjour, bonjour. Ah, ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde qui me rejoint. C'est le premier live que j'organise toute seule. Alors il faudra peut-être être indulgent sur les conditions techniques. J'espère que tout va bien fonctionner. Donc vous allez voir ma tête qui bouge un petit peu parce que je suis actuellement sur Instagram de ce côté, coucou, sur le compte Dermatodré, et également sur Facebook, ici, sur le compte de la Ligue contre le cancer pour le comité des Bouches-du-Rhône, puisque ce live est fait en partenariat. Le but, c'est de parler aujourd'hui des gestes santé et beauté du matin, tout ce qu'on fait le matin pour prendre soin de soi, pour prendre soin de sa peau et de son corps en général. Désolée, j'ai la voix un petit peu enrouée, mais tout va bien, je n'ai pas le coronavirus, en tout cas pas à ma connaissance. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui me découvrent, donc je suis Dermatodré, je suis médecin dermatologue, je réalise des vidéos d'information médicale disponibles gratuitement en ligne sur internet, sur la chaîne YouTube qui s'appelle Dermatodré, comme son nom l'indique. Et on peut également me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram, pareil sur les comptes Dermatodré. Donc je réalise ce live aujourd'hui pour la Ligue contre le cancer, le comité des Bouches-du-Rhône, pour parler des gestes santé et beauté du matin. Il y a plein de façons de prendre soin de soi le matin, qu'on soit concerné actuellement par un cancer ou non, c'est valable pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à poser des questions en direct, à réagir en commentaire. Je vois vos commentaires défiler, notamment sur Instagram. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous paraissent bizarres. C'est l'intérêt du live aussi par rapport aux vidéos, c'est que l'on peut réagir et je peux répondre comme ça à vos questions aussi. Donc on attaque le sujet d'aujourd'hui le matin. Qu'est-ce qu'on fait tous en premier quand on se lève et qu'on va dans la salle de bain? Alors, on va attaquer directement dans le vif du sujet. Ça va peut-être pas être très glamour, mais qu'est-ce qu'on fait tous en premier le matin? C'est qu'on va aux toilettes. Donc, au moins pour faire pipi. Si c'est pas plus. Mais pourquoi parler de ça? C'est parce que en fait le matin c'est un bon moment pour aller à la selle parce que la motricité du tube digestif, donc les contractions de l'intestin se sont remises en route et donc c'est un moment où naturellement le corps est prêt à aller à la selle. Et donc pour toutes les personnes qui ont un problème de transit un peu irrégulier, des ballonnements, des problèmes de constipation, ça va être un bon moment de se laisser un peu de temps le matin, de prévoir dans le planning, de ne pas se lever 2 minutes avant de partir pour pouvoir aller aux toilettes et pour permettre à son corps comme ça de se libérer un petit peu. Ça peut être dès le lever pour certaines personnes, ou ça peut être après le petit déjeuner un peu plus tard, surtout si on a pris des aliments un peu laxatifs comme du café ou du jus d'orange. Donc ça fait partie aussi des gestes santé du matin de se réserver un petit créneau pour avoir la possibilité d'aller aux toilettes si on en a envie. Et donc comme je disais, voilà, surtout pour les personnes qui ont tendance à avoir un transit un peu irrégulier, ça aide beaucoup de se laisser cette possibilité-là. Et surtout pour les personnes qui peuvent avoir des difficultés à aller aux toilettes, il est recommandé d'installer un petit tabouret, un petit support de 15 à 20 cm maximum qu'on place au niveau des pieds. Et en fait, ça permet de mettre le bassin dans une meilleure position en relevant un petit peu les cuisses. Et comme ça, on a moins besoin de pousser et donc ça distend moins les muscles du périnée. Donc c'est valable pour toutes les personnes qui ont tendance à avoir un petit peu de constipation, mais aussi les personnes qui ont un périnée plus fragile. Je pense aux femmes après l'accouchement, voilà, toutes les personnes qui peuvent être aussi sujettes à l'incontinence urinaire. Voilà, c'est quelque chose à savoir. Surélever un peu ses pieds, ça permet d'être en meilleure position et que le périnée s'abîme moins quand on va aux toilettes. Donc, et le fait de se laisser un peu de temps pour y aller, ça permet aussi de ne pas laisser les selles durcir en fait à l'intérieur du corps et après elles seraient plus dures à évacuer justement. Donc, ensuite, après être allé aux toilettes, qu'est-ce qu'on fait? On se lave les mains, bien sûr, surtout dans cette période-là de virus, et d'autant plus parce que le coronavirus, on sait qu'il est éliminé par les selles.
Et donc, c'est important de se laver les mains, mais aussi de laver les toilettes, en fait. Surtout si vous vivez avec des personnes qui sont un peu plus fragiles vis-à-vis du coronavirus, parce qu'on peut tous être porteurs asymptomatiques et donc transmettre ce virus. Et donc c'est important de nettoyer, ça paraît bête, hein, mais c'est important de nettoyer les toilettes, que ce soit la cuvette, la lunette et le bouton de la chasse d'eau aussi, pour pas laisser des particules virales qui pourraient toucher vos proches. Donc les personnes les plus à risque du coronavirus, tout le monde en a entendu parler, ce sont les personnes de plus de 65 ans et les personnes qui sont fragilisées par une maladie ou par des traitements qui diminuent leur immunité. Voilà, en résumé, grosso modo. Et puis ensuite, après avoir nettoyé son corps et les toilettes, en général, donc on se rapproche du lavabo, on se lave les mains, on se brosse les dents. Donc le lavage des dents, c'est un peu la première étape qu'on fait aussi avec la tête encore embrumée de sommeil. Donc se laver les dents le matin, c'est indispensable, même si vous ne prenez pas de petit déjeuner. Donc il y a deux options. Pour les personnes qui prennent un petit déjeuner, c'est pas indispensable de se laver les dents avant de prendre le petit déjeuner. On peut juste se gargariser avec de l'eau, avec une solution dentaire, et puis recracher, et puis après prendre son petit déjeuner et ensuite se laver les dents. Alors normalement, dans les recommandations, il faut attendre 30 minutes après avoir mangé pour se laver les dents. Donc je sais que c'est pas évident dans le planning, parce qu'en général les gens qui petit déjeunent, ils partent directement après. Mais normalement, voilà, les recommandations des dentistes, c'est qu'il faut attendre 30 minutes après l'alimentation pour se laver les dents, parce qu'en fait, il y a de l'acidité dans notre alimentation qui attaque un petit peu l'émail, et si on brosse les dents juste après, on peut abîmer encore plus. Donc, si vous avez un timing qui est assez court après votre petit déjeuner, il faut bien vous rincer la bouche avant de vous laver les dents, pour pas que cette acidité attaque vos dents. Et pour les personnes qui ne prennent pas de petit déjeuner le matin, on peut se laver les dents directement. C'est important de se laver les dents le matin, même si on se les est bien lavé le soir. D'une part pour rafraîchir la laine, et d'autre part parce que même si vous êtes bien lavé les dents le soir, vous n'avez pas parfaitement désinfecté votre bouche, il y a toujours des bactéries dedans. Et elles aiment beaucoup se développer pendant toute la nuit pour développer de l'acidité, de la plaque dentaire. Donc un lavage de dents le matin, ça sera toujours utile. Ça permet de commencer la journée dans de meilleures conditions. Ensuite, donc on est au lavabo, et on peut s'occuper de son visage. Donc je pars du principe que vous avez parfaitement nettoyé votre visage la veille au soir. Parce que pendant la nuit, en fait, qu'est-ce qui va se passer sur un visage nettoyé? Ça va juste votre peau va juste produire du sébum. Donc le matin, on a juste à nettoyer cet excès de sébum. Il y a plusieurs possibilités pour ça. Comment se nettoyer le visage le matin? Soit avec un gel moussant, avec de l'eau, et puis on fait mousser, on rince bien à l'eau du robinet au lavabo. Première option. Deuxième option, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un hydrolat, une eau florale, de l'eau de rose, de l'eau de bleuet, de l'eau de camomille. Vous pouvez choisir celle que vous préférez, vous pouvez en discuter avec votre pharmacien, avec quelqu'un qui s'intéresse aux plantes, pour trouver une eau florale qui vous corresponde au niveau de votre type de peau. L'eau florale, elle se met sur un coton, on l'applique en tamponnant sur le visage, en essuyant au niveau des parties un peu plus grasses du visage. L'eau florale, normalement, elle doit être sans conservateur, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est dans un flacon à température ambiante, elle ne va pas se conserver très longtemps. C'est 1 mois maximum, et moi je conseille que les flacons qui ne sont pas utilisés, pas encore entamés, on les conserve au frigo pour pas qu'ils s'abîment non plus. Donc regardez bien sur la composition quand vous achetez une eau florale, est-ce qu'elle est réellement sans conservateur ou pas. En général, celles qui sont disponibles en vente libre en pharmacie, dans des rayons à température ambiante, elles peuvent être avec des conservateurs, parce que le but c'est justement qu'elles se conservent. L'autre option, c'est d'utiliser une lotion micellaire. Une lotion micellaire, donc c'est une lotion qu'on met aussi sur un coton. C'est comme une eau savonneuse très diluée, ça va dégraisser le visage. Et puis, coucou
coucou. Je vois des petits coucous qui passent, c'est gentil. Donc je disais, la lotion micellaire, on l'applique avec un coton sur le visage et après en fait il vaut mieux rincer parce que la lotion micellaire c'est de l'eau savonneuse très diluée, mais si on laisse ce produit sur le visage, ça va plutôt gêner le bien-être de la peau, donc il vaut mieux rincer, alors soit avec de l'eau du robinet comme on avait fait avec le gel moussant, soit sinon pulvériser de l'eau thermale sur le visage et puis sécher avec une serviette dédiée pour le visage ou avec des mouchoirs, c'est possible aussi. Donc comme ça, votre visage est bien propre et on peut attaquer le soin après. Alors il y a des personnes qui ont la peau normale, qui va très bien, qui ont qui n'ont pas spécialement besoin de mettre de crème hydratante, de crème teintée, etc. On recommande quand même toujours le matin d'avoir une crème qui contient une protection solaire parce que à moins de vivre dans un placard, surtout pour nous qui sommes dans le sud de la France, alors je sais que là avec les réseaux sociaux on touche d'autres régions, mais voilà, moi je suis du sud de la France et l'ensoleillement, voilà, je vois aujourd'hui le ciel bleu dehors, il est assez fort pour avoir besoin de mettre une protection solaire tous les jours. La protection solaire, elle doit être d'un indice au moins un SPF 15 en hiver et au moins un SPF 30 en été. Après, ça va dépendre bien sûr de votre phototype, de votre type de peau, donc votre coloration, votre carnation de peau vis-à-vis du soleil. Une personne qui a la peau mate, une personne qui est noire, et tant mieux, elle n'a pas besoin de mettre une protection solaire aussi importante, mais pour les personnes qui ont la peau blanche, le but étant de prévenir les cancers de la peau et de prévenir le vieillissement de la peau en ayant une protection solaire aussi. Pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de regarder, il y a une vidéo justement sur YouTube d'Hermatodré au sujet des effets cutanés, donc des effets sur la peau, du rayonnement solaire et des UV, pour vous expliquer voilà, au niveau de la cellule, qu'est-ce que ça fait exactement le soleil. Et pour résumer, même s'il y a quelques effets positifs, il y a surtout des effets négatifs pour la cellule. Elle essaye vraiment toujours de tout faire pour s'en protéger. Donc, je vois une petite question passer. Est-ce que notre hygiène de vie a un impact sur la qualité de notre peau? Oui, bien sûr. Donc, quand on parle de l'hygiène de vie, ça veut dire l'alimentation, le sommeil, les toxiques qu'on peut prendre, le tabac, l'alcool. Donc, tout ce qui va gêner notre corps de manière générale, tout ce qui va fatiguer notre corps, ça va se ressentir sur la peau. C'est-à-dire que, par exemple, je prends l'exemple du tabac. Le tabac, ça contient des toxines que notre corps doit éliminer. Et la peau, ça fait partie des organes de détoxification. C'est-à-dire qu'elle va travailler pour éliminer les toxines du tabac, notamment dans le sébum. Donc c'est pour ça que le tabac, ça augmente la sécrétion de sébum, ça épaissit l'épiderme, mais ça a plutôt tendance à faire des problèmes de peau, de type acné, etc. Et puis rides. Donc oui, notre hygiène de vie, ça a un impact sur notre peau, comme sur tous nos organes en fait, mais l'avantage ou l'inconvénient de la peau, c'est qu'on la voit. Et donc on se rend compte directement quand on a une mauvaise hygiène de vie, le teint est plus terne, il y a plus de problèmes pathologiques, d'acné, de dermite séborique, etc. Donc où est-ce qu'on en était? Oui, on avait parlé donc du nettoyage de la peau le matin, de la protection solaire. Et puis il y a des gens qui vont me dire mais moi je me douche le matin, c'est plus simple pour me nettoyer le visage. Alors pourquoi est-ce que je ne recommande pas forcément de se doucher le matin? C'est parce que la douche la plus importante de la journée, c'est celle du soir. Se doucher le matin, et uniquement le matin, c'est complètement contre-productif vis-à-vis de l'hygiène, parce que en fait, on se salit dans la journée. Et on transpire, on est exposé à des poussières, des polluants, les microbes, voilà, le virus, etc. Donc il faut surtout se doucher le soir, quand on rentre chez soi, ou au moins avant de se coucher. Et c'est là où on va pouvoir comme ça éliminer tous ces éléments un petit peu toxiques pour nous. Parce que si on va se coucher tel quel, ça veut dire qu'on va garder ces produits toxiques sur nous encore 8 heures d'affilée. Et puis, en plus, on va en mettre plein dans nos draps, dans notre linge de lit. Et donc, chaque jour, on va se recoucher dans des draps qui sont potentiellement contaminés. Donc, quitte à choisir un moment pour se doucher dans la journée, il vaut mieux que ce soit le soir. C'est beaucoup mieux pour l'hygiène, pour la santé. Après, je comprends que certaines personnes ont envie le matin d'avoir un effet un peu rafraîchissant pour se réveiller, etc.
Dans ce cas-là, oui, allez sous la douche, savonnez le visage pour le nettoyer par exemple, avec un gel nettoyant adapté à votre type de peau. Savonnez les endroits où vous avez l'impression d'avoir un petit peu transpiré, je pense au dessous de bras, éventuellement à l'entrejambe, mais il ne s'agit pas de se frotter tout le corps, parce que sinon, de prendre 2 douches par jour, il faut vraiment avoir une peau normale bien solide pour le tolérer. Moi, je vois beaucoup de gens en consultation avec de l'eczéma, avec la peau sèche. Et finalement, au cours de la discussion, on comprend que les personnes se plaignent de peau sèche, mais d'un autre côté, elles se lavent 1-2 fois par jour avec un gel douche, avec du savon de Marseille. Et ça favorise beaucoup le dessèchement de la peau. Donc voilà et puis se doucher le soir, donc pour les hommes, ça permet aussi de se raser le soir, parce qu'il vaut mieux se raser après la douche parce que le poil est plus ramolli, et donc ça fait moins de petites plaies et donc moins de boutons, de poils incarnés, de poils infectés dans la barbe aussi. Donc voilà, ce sont des gestes un peu beauté, santé qu'il vaut mieux déplacer le soir pour ceux qui avaient l'habitude. Alors je suis désolée parce que je sais que c'est très difficile de changer ses habitudes, mais bon, c'est bien d'en parler. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas chez vous à vérifier qui se douche et quand, bien sûr. Donc, donc si on reprend le matin, donc on s'est lavé le visage. Ensuite, on a dit qu'il faut trouver une crème avec une petite protection solaire. Cette crème-là, elle peut être teintée ou non, selon si vous vous maquillez. Elle peut être à texture hydratante ou à texture matifiante, parce qu'on me pose la question justement, est-ce que c'est différent si on a une peau grasse, une peau mixte, une peau sèche? Oui. Ce qui va changer, c'est pas tellement le rythme d'application, mais c'est le type de produit qu'on va choisir. Alors là, voilà, je suis en direct, je peux pas dire pour telle personne ça va être tel produit, je peux pas non plus faire de publicité pour telle ou telle marque de cosmétiques, parce que il y a plein de marques différentes sur le marché, il y en a forcément une qui correspondra à votre type de peau, mais donc il faut choisir la texture en fait en fonction de votre type de peau. Cette texture, elle peut être hydratante si on a la peau sèche, matifiante si au contraire on a la peau grasse et qu'on on veut éviter de briller. Donc ça, c'est à définir en fonction de ce que vous trouvez en pharmacie, en parapharmacie, en grande surface éventuellement, mais voilà, adapté selon votre type de peau. Et moi, je conseille plutôt de trouver une crème qui réponde à toutes ces caractéristiques-là, plutôt que de superposer les crèmes, parce que si vous commencez à mettre une lotion tonique, un sérum, une crème hydratante, donc une crème de jour, quoi, une crème teintée par-dessus, une crème solaire, vous avez 5 produits sur le visage le matin, et finalement il risque d'avoir des interactions entre tous ces produits. D'autre part, tous les produits cosmétiques, on en parlait tout à l'heure, ils contiennent des conservateurs. Le but des conservateurs, c'est d'éviter que les microbes puissent se développer à l'intérieur du tube de crème. Comme dans la crème, il y a de l'eau, et qu'on touche forcément, soit on met le doigt dans le pot, mais ça c'est encore pire, mais on touche forcément l'embout du tube avec ses doigts, donc on contamine, on met des microbes dans la crème petit à petit. Et les conservateurs sont des agents désinfectants qui ont pour but que les microbes ne puissent pas se développer dans la crème. Quand on met la crème sur notre visage, on met aussi ces conservateurs, ces agents désinfectants sur nous. Et le problème, c'est qu'on a tous sur notre peau des microbes qui sont présents, et la plupart sont plutôt des gentils microbes et ils nous aident à protéger notre peau. Et quand on met des cosmétiques en grande quantité, avec beaucoup de cosmétiques différents, on applique beaucoup de conservateurs différents qui vont agir sur les microbes présents sur notre peau. Ces microbes, on appelle ça le microbiote. C'est quelque chose qui commence à être un peu plus connu au niveau digestif. On sait tous qu'on a une flore digestive et qu'elle a beaucoup d'interactions avec notre corps, beaucoup d'impact sur notre corps, sur nos humeurs, sur des maladies, etc. Mais au niveau de la peau, c'est pareil. On a des centaines de bactéries qui sont présentes et ces bactéries-là, la plupart du temps, elles font bien leur travail. Elles interagissent avec notre peau et elles permettent plutôt de la protéger de 2 façons. Déjà, elles occupent l'espace, donc il n'y a pas la place pour mettre d'autres bactéries. Et d'autre part, s'il y a des mauvaises bactéries, on appelle ça des bactéries pathogènes qui arrivent, les gentilles bactéries vont leur envoyer des molécules un peu toxiques pour leur dire non, ne vous développez pas, nous on est déjà là. Donc ces bactéries gentilles, il ne faut pas les désinfecter complètement. Et donc quand on se met 36 cosmétiques sur le visage, on finit par interagir dans ce microbiote et le plus souvent, c'est plutôt en faveur d'un déséquilibre et ça va donner des problèmes comme
de la dermite périorale, de la rosacée, de la dermite séborique, parce que ça va laisser finalement se développer certaines populations bactériennes, ou de champignons, de parasites, etc. sur le visage. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux éviter d'avoir 36 produits d'affilée. On parle souvent du layering, des routines, du layering japonais, des routines avec 36 produits. Moi je pense qu'il faut être plus simple, surtout que la plupart des produits, ils sont pas testés tous ensemble. C'est-à-dire que quand vous achetez un produit cosmétique, moi j'ai travaillé en laboratoire de tests cosmétiques, donc je vois bien comment ça se passe. Quand vous voyez tester dermatologiquement, ça veut dire qu'il y a un dermatologue qui a pris quelques dizaines de personnes dans un laboratoire de tests, qui a examiné leur visage et qui a dit oui, cette personne, c'est une bonne candidate pour utiliser cette crème. Et puis on aura donc on a inclus ces personnes dans l'essai et dans l'essai de test, et puis on leur dit bien n'utilisez pas trop de produits en même temps. On leur demande qu'est-ce qu'ils utilisent. En général, on autorise juste une crème hydratante, mais si ils utilisent un sérum, une lotion, un tonique, etc., et ben on va dire non. Pendant le mois où vous utilisez le produit à tester, vous mettez que celui-là. Le but, en fait, c'est de chercher bien la tolérance du produit qu'on teste et de pas avoir d'interaction. Donc les produits ne sont pas testés en interaction avec d'autres et encore moins en interaction avec d'autres marques. Donc quand vous utilisez des produits successifs de marques différentes, il n'y a aucune chance que ces applications successives soient testées. Donc il peut y avoir des interactions notamment au niveau du pH. Le pH, c'est l'acidité naturelle de la peau. Et donc la peau, elle a naturellement un pH qui est un petit peu acide, autour de 5,5, entre 5,5 et 6,5, on va dire en moyenne 6. Donc le pH neutre, c'est 7. Donc on voit à 6, on est un petit peu sur le côté acide. Cette acidité naturelle, elle participe aussi à l'épanouissement naturel de la peau, au développement du microbiote. Donc à 6, tout va bien. Quand on utilise du savon, comme du savon de Marseille, du savon d'Alep, ils ont un pH qui est entre 8 et 10. C'est pour ça que ce type de savon n'est pas adapté pour le nettoyage du visage, parce que les savons, ça a tendance à augmenter le pH de la peau, donc on se trouve sur un pH qui est alcalin. Alcalin, c'est comme le desktop, si vous voulez. Vous imaginez l'acide, vous voyez l'effet que ça peut avoir quand c'est trop acide. L'inverse complet, c'est la lessive de soude. Voilà, donc le nom de marque pour les toilettes, c'est le desktop, mais après il y a plein d'autres marques. Mais la lessive de soude, on voit que c'est très agressif pour la peau aussi. Donc si vous avez une peau qui a un pH à 6 et que vous mettez quelque chose avec un pH 10 dessus, ça va beaucoup modifier le pH et un peu décaper la peau. Et c'est pour ça que le savon de Marseille, le savon d'Alep, ce ne sont pas des produits qui sont adaptés pour le nettoyage au quotidien du visage. On dit que le savon de Marseille, ça nettoie très bien. Voilà, pour les mains, on en a beaucoup parlé pour le coronavirus. Si votre peau n'est pas trop fragile, vous pouvez l'utiliser. Ça nettoiera très très bien. Mais si vous avez la peau fragile, un peu sèche, sujette à l'eczéma, au niveau des mains aussi, c'est un produit qu'il vaut mieux éviter et avoir des produits plus doux pour se laver. Donc, on a parlé du pH, ouais, c'est une des interactions les plus simples à comprendre entre les produits cosmétiques, mais il y a plein d'autres interactions qui sont possibles. Je ne vais pas rentrer dans les détails au niveau chimique parce qu'il est trop tôt le matin pour parler de tout ça. Mais voilà, c'est pour faire prendre conscience que ce n'est pas nécessaire de superposer 36 cosmétiques. On n'en tire pas de bénéfices et ça pose plutôt des problèmes. Donc voilà, on me demande est-ce qu'il y a une crème qui regroupe le côté hydratant, matifiant, et notamment quand on a la peau grasse. Oui, ça existe. Il y a notamment des crèmes qui sont disponibles en pharmacie, qui sont exprès pour les peaux acnéiques en cours de traitement asséchant. Donc il y a plein de marques qui font ça. Le but, c'est d'avoir une crème suffisamment hydratante, mais qui ne favorise pas les boutons. Donc ça peut très bien vous convenir si vous avez la peau mixte, grasse, un peu tendance à l'acné. Il y a des crèmes hydratantes qui sont spécifiques pour ça. Donc il faut en discuter avec votre pharmacien ou avec votre médecin, votre dermatologue. Mon dermato, on a beaucoup de formations sur toutes les crèmes cosmétiques qu'il y a en pharmacie. Donc on pourra tout à fait vous conseiller, ou votre médecin pourra vous conseiller aussi. Voilà. Donc j'ai survolé un petit peu ce qu'on fait le matin, sans rentrer dans les détails forcément pour telle ou telle personne. C'était pas le but de ce live aussi.
mais j'espère que ça vous a intéressé. Moi, je vous retrouve de toute façon sur YouTube, sur Dermatodré, chaque dimanche à 19h. Vous avez vu qu'il y avait une vidéo hier soir qui était sortie. On parlait de la kératose pilaire hier. Donc, kératose pilaire, c'est un terme qui n'est pas très connu. Et pourtant, ça concerne une personne sur 5. Donc, ça fait vraiment partie des sujets en dermato qui concernent tout le monde, mais personne connaît juste le nom. La kératose pilaire, c'est le fait d'avoir la peau un peu rugueuse, un peu granuleuse, notamment au niveau des bras et des cuisses. Et ça peut donner aussi un côté un peu granuleux au niveau des fesses, voire des boutons, des poils incarnés. Donc, c'est quelque chose qui concerne beaucoup de monde, les hommes comme les femmes. Et si vous voulez en apprendre un peu plus, vous allez sur YouTube, Dermatodré, c'est disponible voilà, gratuitement. J'espère que cela vous a plu. Si vous avez d'autres questions, si vous avez besoin de le revoir, si vous avez besoin de le conseiller à quelqu'un, il sera disponible sur YouTube, sur Dermatodré aussi. Il suffit de vous abonner à la chaîne, c'est un clic, donc c'est assez facile. Et puis, moi, je remercie encore une fois la Ligue contre le cancer, le comité des Bouches-du-Rhône, la Ligue contre le cancer au niveau national aussi, pour m'avoir permis de discuter comme ça avec vous. Ce live, il était destiné aux patients atteints de cancer, bien sûr, mais aussi à tout le monde, parce que la santé, ça concerne tout le monde. Et puis, vous pouvez retrouver, je pense, la rediffusion de ce live sur Instagram TV aussi. Donc sur Instagram TV Dermatodré et puis sur le Facebook de la Ligue. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci à tous ceux qui m'ont suivi, merci à tous les petits messages qui sont passés. Et puis voilà, à très bientôt sur YouTube Dermatodré, sur Facebook, sur Instagram et sur la Ligue aussi. À bientôt.